J'ai grand plaisir à vous présenter Anaïs Cosier, que je connais bien, qui connaît très bien l'asthme sévère, qui a travaillé longtemps au Centre d'investigation clinique et qui va nous parler de l'amélioration et comment coordonner la prise en charge de l'asthme sévère. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour moi aussi, c'est un très grand plaisir de participer aujourd'hui à cette réunion de lancement sur la cohorte Palombe asthme sévère. Voici ma diapositive de lien d'intérêt. Alors, dans un premier temps, je vais rapidement, parce que Laurent m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, vous rappeler la prise en charge et le parcours de soins que je qualifierais d'idéal dans l'asthme sévère, mais je vais être très synthétique. Donc, je m'appuierai bien sûr sur les recommandations internationales du GINA. Puis, je passerai sur un rapide état des lieux de cette prise en charge, notamment en France, où on verra que les données sont plutôt parcellaires, avant de terminer sur les moyens d'améliorer et de mieux coordonner cette prise en charge. Alors, comme vous l'a dit Laurent, l'asthme est une pathologie chronique des voies aériennes qui se caractérise par une inflammation bronchique, une hyperréactivité bronchique et un remodelage des voies aériennes qui vont concourir à l'installation d'une obstruction bronchique qui plus souvent est réversible, mais qui peut parfois être fixée. Et cette obstruction va être responsable de symptômes qui sont variables dans le temps, mais aussi d'une intolérance à l'exercice et d'une altération de la qualité de vie, et particulièrement chez les asthmatiques les plus sévères. Alors, les profils évolutifs principaux de l'asthme sont la survenue de crises et d'exacerbations, un déclin de la fonction ventilatoire et le décès qui, fort heureusement, est devenu de plus en plus rare dans la maladie asthmatique. Alors, dans l'histoire de l'asthme, on va particulièrement s'attacher à rechercher ces exacerbations dont les triggers peuvent être multiples. Elles peuvent être déclenchées par les infections respiratoires comme les infections virales, peuvent être aussi déclenchées par l'exposition allergénique, mais aussi à des irritants bronchiques comme le tabac, la pollution, l'inobservance thérapeutique également lors de la grossesse qui représente en tant que telle un état qui a haut risque d'exacerbation. Alors pourquoi on s'attache particulièrement à traquer ces exacerbations dans le parcours d'un asthmatique? Parce que bien souvent, leur prise en charge thérapeutique va impliquer la prescription de cures de corticoïdes oraux avec leurs effets délétères à court ou à moyen terme, notamment lorsque ces cures sont répétées. Et par conséquent, les objectifs du traitement dans l'asthme, et ça, quel que soit son degré de sévérité, vont être d'obtenir un bon contrôle de la maladie asthmatique, c'est-à-dire une diminution des symptômes, améliorer la tolérance à l'exercice, la qualité de vie, diminuer les exacerbations, diminuer l'obstruction bronchique autant que faire se peut, diminuer la mortalité et puis surtout aussi diminuer les effets secondaires du traitement et notamment de la corticothérapie orale. Alors, dans la grande majorité des cas, les asthmes sont faciles à équilibrer, à contrôler, mais il faut savoir faire le distinguo entre un asthme difficile, d'une part, qui est un asthme non contrôlé, et d'autre part, ce que l'on appelle un asthme sévère, qui est un asthme difficile à contrôler, mais qui restera non contrôlé malgré une prise en charge optimale de 6 à 12 mois. Alors, cette prise en charge optimale, elle va nécessiter de vérifier systématiquement, Laurent vous l'a dit, différents points. Alors, ça paraît simple sur la diapositive, mais ce n'est pas toujours aussi simple en réalité. Donc, il va falloir éliminer les diagnostics, confirmer le diagnostic d'asthme qui est parfois porté à tort. Il faut vérifier l'observance du traitement, il faut s'assurer d'une prise en charge optimisée des comorbidités qui sont très fréquemment associées à l'asthme et notamment à l'asthme sévère. Il faut obtenir un sevrage tabagique chez les asthmatiques qui fument et il faut également contrôler l'environnement qui potentiellement est un environnement allergisant. Et ensuite, on adapte le traitement
selon les paliers du GINA. Et bien sûr, cette prise en charge, elle va se réévaluer régulièrement sur le plan clinique, sur le plan de la fonction ventilatoire, d'où cette étape de 6 à 12 mois pour conclure un asthme sévère. Alors, bien souvent, cette prise en charge, elle est effectuée en soins primaires, c'est-à-dire par le médecin généraliste, mais parfois aussi par le pneumologue. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'un asthme difficile est potentiellement aussi un asthme sévère. Et par asthme sévère, d'après les recommandations internationales du GINA, Laurent vous l'a dit, c'est un asthme difficile qui restera non contrôlé après cette prise en charge optimale, avec une puissance thérapeutique qui va associer des corticoïdes inhalés à forte dose, un deuxième contrôleur, c'est-à-dire un autre traitement inhalé, et parfois aussi une corticothérapie orale. Et deuxième cas de figure, ça peut aussi être un asthme dont cette puissance thérapeutique ne pourra pas être baissée sous peine d'observer une déstabilisation du contrôle de l'asthme. Et donc, en pratique, cela correspond à des paliers 4 et 5 du GINA. Alors, dans ce cas de figure, ces asthmatiques sévères, il est fondamental de les adresser au pneumologue ou à un centre qui a une expertise dans l'asthme sévère. Pourquoi? Parce que là aussi, systématiquement, on va vérifier scrupuleusement ces différentes étapes de l'asthme difficile, mais surtout, on va procéder à un phénotypage de cet asthme sévère. Alors, pour être un petit peu schématique, ce phénotypage, on a vu qu'il y avait une hétérogénéité dans la maladie asthmatique, mais dans ce phénotypage, on va surtout s'attacher à caractériser l'inflammation bronchique en inflammation de type TH2 et en inflammation non TH2. En effet, ces dernières années, il y a eu des progrès considérables dans la prise en charge de l'asthme sévère et il est maintenant possible de proposer à ces patients des traitements innovants. Et dans les inflammations, dans les phénotypes de type TH2, on a maintenant recours aux biothérapies. Donc, la plus ancienne, celle sur laquelle on a le plus de recul, c'est l'omalizumab, qui est un anti-IgE. Ensuite, après sont arrivés les anti-L5, le mépolizumab, les anti-L5 récepteurs, le benralizumab, et puis plus récemment, le dupilumab, qui est un anti-L4, IL13. Et donc, ces biothérapies, dans l'asthme sévère, elles ont démontré qu'elles amélioraient de façon très significative le contrôle de l'asthme, la qualité de vie, qu'elles permettaient une réduction des exacerbations, que pour certaines d'entre elles, elles diminuaient l'obstruction bronchique et puis surtout, elles permettaient une épargne cortisonique et parfois un sevrage de la corticothérapie orale. Et dans les profils plutôt non TH2, il est aussi possible d'avoir recours à d'autres thérapeutiques, pharmacologiques ou non, comme les macrolides au long cours, c'est le Zithromax, ou la thermoplastie bronchique. Et de moins en moins fréquemment, on essaye de mettre ces patients sous corticoïdes oraux au long cours à faible dose. Et dans tous les cas de figure, j'y reviendrai, l'inclusion dans des protocoles de recherche clinique doit également être proposée à ces asthmatiques sévères. Alors maintenant, quelques données sur l'état des lieux de cette prise en charge, et notamment en France. Alors, le premier constat, c'est qu'il existe un manque de données épidémiologiques concernant l'asthme sévère. Et par exemple, la proportion d'asthmatiques sévères en France n'est pas connue de façon précise. Alors, comme vous l'a dit Laurent, on estime que l'asthme sévère est une pathologie peu fréquente avec une prévalence qui est estimée en 6% des asthmatiques, si l'on se réfère aux données de cette étude allemande qui était basée sur les prescriptions médicamenteuses en pharmacie, à environ 13%, si on cite Chantal, d'après les données issues de la cohorte européenne ECRHS. Donc ça souligne bien l'importance d'avoir des observatoires pour avoir des données épidémiologiques concernant l'asthme sévère.
Deuxième constat, l'asthme sévère est encore responsable d'un handicap important et d'un retentissement majeur pour le patient. Et là, je vous présente ici des données françaises qui ont été publiées en 2019. L'asthme sévère est encore responsable d'une surmortalité par rapport à des patients non asthmatiques, même si la mortalité par asthme a diminué considérablement ces dernières années du fait des traitements de fond. L'asthme sévère est aussi responsable de coûts en termes de santé, de consommation de soins, que ce soit les hospitalisations, les consultations, l'impact financier qui est lié aux prescriptions médicamenteuses, à ces hospitalisations, à ces visites aux urgences, au bilan biologique. Ce sont ici aussi des données françaises récentes. Troisième constat, l'asthme sévère est souvent donc associé à des prescriptions répétées de cures de corticoïdes oraux. Et comme vous pouvez le constater dans cette étude française, environ 60% des asthmatiques sévères vont recevoir au moins une cure de corticoïdes par an, avec une moyenne estimée à 3 cures par an et des extrêmes, ce qui est énorme, pouvant aller jusqu'à 10 cures par an. Or, on sait maintenant très bien et on est particulièrement vigilant sur ça. On s'amuse même à calculer les doses cumulées de corticoïdes oraux reçus par an par les patients, que ces cures répétées vont exposer à des surrisques de complications aiguës ou chroniques qui sont parfois sévères, d'autant plus que l'asthme, et notamment l'asthme sévère, est associé à de multiples comorbidités. Et pour ne citer que quelques-unes d'entre elles, on va retrouver l'ostéoporose, le fer de bataille de Laurent, l'obésité, les pathologies cardiovasculaires, et la corticothérapie orale, elle est susceptible de les aggraver. En Nouvelle-Aquitaine, si l'on se réfère aux données IQVIA qui sont parues en 2018, qui étaient basées sur l'historique des prescriptions médicamenteuses, on estimait à 30% des asthmatiques sévères sous corticothérapie orale. Et à cette époque, en 2018, donc ça correspondait aussi au plein essor des biothérapies et notamment des anti-L5, seuls 11% des asthmatiques sévères étaient sous biothérapie. Alors, ces données soulignent de nouveau l'importance d'avoir des données épidémiologiques concernant ces asthmatiques sévères et notamment des données épidémiologiques concernant le parcours de soins de ces asthmatiques et de savoir pourquoi. Par exemple, ces asthmatiques ne bénéficient pas de biothérapie. Alors, ça peut être parce qu'il y a une méconnaissance du diagnostic de l'asthme sévère, parce que ces asthmatiques ne sont pas forcément référés à un spécialiste ou un centre d'expertise, mais aussi peut-être aussi parce qu'il n'y a pas d'indication de ces biothérapies ou parce qu'il y a un refus du patient. Enfin, quatrième constat, le parcours de soins de ces patients asthmatiques sévères. Alors là, les données sont souvent très parcellaires et très vraisemblablement aussi, il y a des disparités régionales et nationales. Alors, si l'on se réfère à cette enquête IFOP qui est parue l'année dernière, qui a été menée chez des asthmatiques avec un pool d'asthmatiques sévères là, qui sont représentés ici en grisé. On estimait que 84% des asthmatiques sévères en France étaient suivis par un médecin généraliste et seuls 37 à 38% étaient suivis par un pneumologue, qu'il soit libéral ou hospitalier. Et ces données sont concordantes avec ce qui se passe dans d'autres pays, comme notamment au Danemark, comme en témoigne cette étude, où l'on voit que seulement 36% des asthmatiques sévères non contrôlés sont référés aux spécialistes. Alors, d'après les données IQVIA, toujours de 2018, donc, qui est basée sur l'historique des prescriptions médicamenteuses, en Nouvelle-Aquitaine, en 2018, on estimait que 53% des asthmatiques sévères étaient suivis exclusivement par le médecin généraliste,
4% par un pneumologue libéral, 5% par un pneumologue hospitalier. Et si l'on s'attache au suivi conjoint, 13% sont suivis par un médecin généraliste et un pneumologue libéral, 20% par un médecin généraliste et un pneumologue hospitalier, et un suivi tripartite médecin généraliste, pneumologue libéral, pneumologue hospitalier, c'est 5%. Donc ça peut porter à réflexion. Enfin, après une hospitalisation pour asthme, qui est un événement quand même marquant dans la vie d'un asthmatique, on voit que peu de patients sont référés aux spécialistes. Alors, c'est particulièrement vrai chez les adultes, c'est un peu moins vrai chez les enfants. Et dans cette étude, on voyait que seulement 24% des asthmatiques étaient référés aux spécialistes après une hospitalisation et 36% seulement après 2 hospitalisations ou plus. Et dans cette étude, on constate également que peu de patients, environ 50%, recevaient un plan d'action écrit. Alors ça, c'est aussi vrai pour les adultes, c'est un peu moins vrai pour les enfants où le plan d'action est délivré de façon plus systématique. Et puis les données d'observance après une hospitalisation ou un passage aux urgences montrent très clairement que rapidement, beaucoup de patients, environ 50%, vont avoir tendance à arrêter leur traitement de fond ou à le diminuer. Donc ça souligne bien l'importance de systématiser l'adressage de ces patients, notamment après un événement marquant comme une hospitalisation, au pneumologue, de façon à les sensibiliser aux facteurs de risque de l'exacerbation, de façon à prévenir de nouvelles hospitalisations, de les sensibiliser à une meilleure observance du traitement de fond. Et plus on est nombreux, plus c'est facile. Plus on réaccède la même information, des fois ça reste dans le cerveau. Et puis aussi, ça montre qu'il faut aussi former la communauté qui va prendre en charge ces patients asthmatiques, de façon notamment à délivrer de façon plus systématique des plans d'action écrits pour éviter les exacerbations et pour savoir quelle est la conduite à tenir face à une exacerbation. Alors, un autre point qui m'a paru important de vous montrer, donc toujours d'après cette enquête IFOP qui est parue l'année dernière, c'est vers qui vont s'adresser les patients asthmatiques sévères lorsqu'ils ont besoin d'informations concernant leur pathologie. Alors, sans surprise, on va retrouver 87% des asthmatiques sévères qui médecin référent, le médecin généraliste. 66% vont chercher l'information auprès de leur pneumologue, mais une proportion non négligeable, 60% dans ce travail, va aussi se tourner vers le pharmacien ou va utiliser d'autres moyens d'information, d'autres moyens de communication, comme les réseaux Internet, les applications. Nos patients sont de plus en plus connectés, les associations de patients. Donc, ça souligne bien le fait qu'il est aussi important d'intégrer dans le parcours de soins ces différents intervenants et ces différents modes d'information ou de communication, notamment les labellisant un petit peu mieux. D'autant plus, toujours dans ce travail, que 30% des asthmatiques sévères à cette époque estimaient qu'il n'y avait pas de nouvelles thérapeutiques à leur proposer pour améliorer le contrôle de leur asthme. Donc, vraisemblablement aussi un manque d'information, une information qui n'est pas trouvée ou pas fournie. Donc, à partir de ces constats, on voit clairement que la prise en charge de l'asthme sévère n'est pas tout à fait optimale et qu'il y a bien sûr des pistes pour essayer d'améliorer cette prise en charge et de mieux la coordonner. Et c'est pourquoi, en fin d'année dernière, il y a 5 sociétés savantes, il y a 2 associations de patients, la Fédération française de pneumologie, la Fondation du Souffle, ont présenté ces 33 propositions que je vous ai résumées assez brièvement sur cette diapositive pour essayer de proposer une meilleure prise en charge de l'asthme et notamment de l'asthme sévère. Alors, ces propositions, en fait, elles vont s'axer sur 6 grandes thématiques, celle du parcours de soins, sur laquelle je vais revenir, celle de la lutte contre le tabagisme, et notamment lors de la grossesse,
celle sur l'éducation thérapeutique, en essayant d'intégrer différents partenaires comme les pharmaciens, de former des patients asthmatiques experts. Le partage d'expériences est toujours profitable. Favoriser la pratique sportive et la connaissance de l'asthme au sein de la communauté éducative, car bien souvent, nos asthmatiques et nos asthmatiques sévères en particulier vont apporter une certaine stigmatisation de leur asthme, notamment au sein de l'école, au niveau social, lors de la pratique du sport. Et enfin, une lutte contre les facteurs environnementaux. Et là, j'insiste très particulièrement sur deux de ces propositions, qui est celle de proposer un statut et un financement pérenne des conseillers médicaux en environnement intérieur. On n'en parle pas assez, mais dans la pratique courante, ils nous sont très utiles pour pouvoir apprécier et évaluer l'environnement dans lequel vivent nos patients, où souvent on a parfois la surprise de découvrir un environnement qui est potentiellement très allergisant, avec des moisissures qui vont avoir un impact sur la santé. Alors, si l'on revient sur certains éléments de ce parcours de soins, donc vous avez vu qu'il manque des données épidémiologiques et donc le développement de cohortes sur l'asthme sévère, et la cohorte PALOMB s'inscrit parfaitement dans ce cadre, est fondamental pour mieux connaître cette maladie, pour mieux connaître la distribution sur le territoire, le parcours de soins de ces patients, comment ils sont traités, parce que ça modifie la prise en charge, ça l'améliore, ça permet de modifier aussi les politiques territoriales, régionales, nationales. Donc, le réseau de soins, il gagne à être mieux organisé. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. Il faut orienter plus systématiquement par le pneumologue, notamment après un passage aux urgences, des exacerbations, des hospitalisations. Ça peut être une infirmière qui rappelle le patient. Il y a des dispositifs qui fonctionnent assez bien dans d'autres pathologies, comme les dispositifs azalés. Enfin, on pourra y revenir peut-être plus longuement lors des questions, parce que je ne vais pas empiéter sur le temps de parole de Chantal, mais tout ça, ça marche bien, ça coordonne les réseaux. Développer le Prado, ça c'est un dispositif qui marche très très bien dans les pathologies cardiaques. On va faire un réseau au domicile après une hospitalisation. Ça a montré que ça permettait de diminuer les réhospitalisations. Il faut aussi systématiser les mesures de la fonction ventilatoire. Elles sont importantes pour évaluer un asthme sévère. Alors ça, c'est fait par le pneumologue, mais dans la BPCO, il y a eu des initiatives pour favoriser la formation d'autres intervenants à la spirométrie pour avoir une mesure du souffle. Il faut systématiser les plans d'action personnalisés. Il faut, les asthmatiques sont beaucoup sur Internet et connectés. Il faut labelliser certaines applications pour que l'asthmatique soit aussi acteur de son asthme, qu'il puisse évaluer lui-même son contrôle, savoir quand ça va pas. Il y a tout un plan aussi sur la coordination de l'asthme au cours de la grossesse, car depuis l'arrivée des pictogrammes, déjà nos femmes enceintes avaient tendance naturellement à interrompre leur traitement de fond, et depuis ces pictogrammes, elles ont encore plus incité à le faire. Donc, c'est important de communiquer auprès des différents intervenants, sages-femmes, obstétriciens, médecins généralistes, qui vont prendre en charge ces femmes enceintes pour les éduquer sur la prise en charge et ne pas interrompre leur traitement de fond. Et enfin, il faut aussi plus systématiser les réunions de concertation pluridisciplinaire asthme sévère. C'est fait depuis longtemps en cancérologie, ça s'est développé en pneumologie. Alors, au niveau local, le réseau fonctionne bien, mais peut-être pas partout au niveau national. Et ces réunions de concertation pluridisciplinaire, elles sont très utiles pour le pneumologue. Souvent, les dossiers asthme sévère, ce sont des dossiers difficiles, et c'est intéressant de partager ces expériences, d'avoir un avis spécialisé. Ça permet d'aider à la discussion, à la décision sur le traitement de ces patients, d'aussi avoir un aval pour parfois des prescriptions aura-MM. Ces patients, c'est parfois intéressant aussi de les orienter vers des centres d'expertise asthme sévère pour aussi une aide à la décision thérapeutique, principalement pour inclure les patients dans des protocoles de recherche clinique, pour disposer d'explorations diagnostiques qui ne sont pas toujours disponibles par le pneumologue, pour confirmer le diagnostic d'asthme, pour mieux le phénotyper, comme par exemple les mesures
du Hainaut expiré ou pour réaliser certains examens complémentaires pour les diagnostics différentiels ou les diagnostics associés à l'asthme, comme le syndrome d'hyperventilation, faire des mesures de VO2 max, etc. Et l'adressage, comme vous l'a dit Laurent, un centre qui a une expertise en asthme sévère, a démontré de façon significative qu'on améliorait le contrôle de l'asthme, qu'on améliorait la qualité de vie, puis qu'on diminuait aussi les visites chez le médecin généraliste pour l'asthme, mais aussi les visites chez le pneumologue, qu'on diminuait les exacerbations, les passages aux urgences et les hospitalisations. Donc, plusieurs pistes de réflexion, mais encore beaucoup de travail à faire pour améliorer et mieux coordonner cette prise en charge. Voilà, je vous remercie de votre attention.